Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Tech Café en partenariat avec Infomaniac. On continue cette saga d'épisodes où on va aborder des sujets un petit peu de fond ensemble. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et en plus de l'actualité des nouvelles technologies que vous avez chaque semaine, on aborde des dossiers, on fait des interviews, on fait des épisodes pratiques, et donc cet épisode s'inscrit un petit peu dans ces dossiers, et on va parler spécifiquement ensemble aujourd'hui de l'empreinte écologique du numérique. Et évidemment, on va pouvoir regarder un petit peu comment Infomaniac s'inscrit dans cette démarche et globalement comment ça se passe dans le monde de la tech. Il faut dire évidemment, vous le savez, que il y a des enjeux autour du réchauffement climatique avec des engagements qui avaient été pris notamment avec les accords de Paris, mais pas que durant ces dernières années. Et on sent bien quand même qu'il se passe quelque chose en ce moment. Il y a l'intelligence artificielle qui a déboulé sur nos smartphones, sur nos ordinateurs. On sollicite ChatGPT, Gemini à tout va, et tous ces acteurs de l'IA qui consomment beaucoup d'énergie. Vous savez que c'est devenu un enjeu énorme. Et donc, on va pouvoir un petit peu regarder comment est-ce qu'on doit se positionner par rapport à tout ça. Pour parler de ce sujet, évidemment, moi, je suis là pour présenter et vous apporter cet épisode dans les meilleures conditions qui soient. Mais vous le savez, je ne suis pas un sachant de référence sur le domaine de l'écologie du numérique, même si j'en ai vu passer pas mal des sujets au fil de ces années. Et il nous fallait aller solliciter un expert dans ce domaine. Et je suis ravi d'accueillir pour cet épisode Frédéric Bordage. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous et à Tu toutes. es Salut Frédéric, tu es expert français du numérique responsable, c'est un petit peu comme ça qu'on a tendance à le présenter. Tu es aussi fondateur de Green IT, il va falloir que tu nous dises un petit peu ce que c'est que Green IT. Et puis on te présente aussi comme un spécialiste de la sobriété numérique et du calcul d'impact environnemental. Est-ce que tu peux peut-être te préciser plus en détail, corriger si je dis des bêtises? Ça marche. Et alors, Green IT, c'est un écosystème en fait que j'ai lancé il y a 21 ans, en 2004. Que c'est déjà une vieille histoire, hein, ça fait presque une génération. Pour quantifier et réduire les impacts environnementaux du numérique. Aujourd'hui, c'est un écosystème dans lequel on a une association qui fait du plaidoyer à l'Assemblée nationale en France, mais aussi en Suisse, à la Commission européenne, etc. On a un collectif d'experts qui fait du conseil, des prestations, de la formation. On a un club d'entreprise, le club Green IT. Enfin, vraiment, c'est un véritable écosystème. Et notre boulot, c'est quantifier et réduire sur la base de standards internationaux et de méthodes scientifiques. Ok, ça va être hyper intéressant de pouvoir aborder ces sujets avec toi du coup. Et également, je suis ravi de retrouver Boris Igenthaler. Salut Boris. Salut. Cofondateur et Chief Strategy Officer d'Infomaniac, qui est, on le rappelle, un hébergeur suisse qui est engagé pour la souveraineté numérique et la durabilité. C'est vrai que CSO, on ne sait pas toujours un petit peu quel est le rôle. Tu disais, Boris, juste avant qu'on enregistre l'épisode, typiquement, vous étiez en train de parler avec les développeurs de tous les petits post-it et tous les enjeux qu'il y a de développement à caler pour l'année prochaine. Donc, typiquement, c'est les stratégies d'Infomaniac, c'est ça que tu pilotes? Oui, c'est ça, ça peut être de la stratégie, on va dire, à long terme, sur des investissements importants qu'on a à faire avec l'IA là, qui vient aussi, chambouler tout ça dans la conso électrique, comme, ça peut être de la stratégie sur nos produits. Et là, on est en train de bosser sur les évolutions futures, la roadmap 2026 du produit 1000. Bon, c'est bien. On sent qu'il y a des choses qui bougent et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on voit qu'il y a de l'innovation permanente et des services très concrets pour les utilisateurs et pour les utilisatrices. Je vous propose qu'on aborde tout de suite le sujet de cet épisode ensemble, sans autre forme de procès. Et j'aurais envie dans un premier temps, Frédéric, pour qu'on pose un petit peu le cadre, que tu ailles peut-être un petit peu plus loin et de manière plus précise que simplement la description que je faisais au sens large, pour qu'on fasse un panorama des enjeux du numérique vis-à-vis de la planète. Tu as écrit d'ailleurs un livre, j'ai pu le consulter, qui donne des aspects très pratiques sur... C'était il y a quelques années, on sent qu'il y a l'IA qui est passé derrière, et j'imagine qu'il y a des actualisations qu'il faudrait faire, mais pour les utilisateurs finaux, des bons réflexes qu'on pourrait avoir, mais vraiment, si on prend du recul, au sens large, c'est quoi les points de repère que tu pourrais nous partager pour mesurer les enjeux du numérique vis-à-vis de la planète? Oui, alors on peut commencer par les impacts. Il y a quelques impacts majeurs dont la plupart sont pas toujours très connus ou cités, hein. Donc les impacts du numérique, c'est évidemment le réchauffement global, hein, qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre et qui se traduit par un bouleversement ou un changement des climats locaux. Mais on a aussi l'épuisement des ressources.
donc les ressources halieutiques, hein, les métaux, les minéraux, les ressources fossiles. En France et en Suisse, on a un petit peu des rayonnements ionisants aussi qui sont liés à la production de l'électricité. Et puis on va retrouver dans les pays où l'électricité est produite avec des énergies fossiles, les émissions de particules fines qui vont avoir un impact à la fois sur la faune, la flore, mais aussi les êtres humains globalement. Donc ça, ce sont les principaux impacts du numérique. Et puis quand on regarde les ordres de grandeur, si à l'échelle d'un Européen, le numérique, donc nos usages numériques pendant un an, ça représente déjà à peu près 60% de notre budget annuel soutenable. Qu'est-ce que c'est que notre budget annuel soutenable? On prend les limites planétaires qu'il ne faut surtout pas dépasser hein, pour léguer un monde viable à nos enfants. On les divise par le nombre de terriens et on arrive à une notion de budget annuel soutenable. Et donc nos usages du numérique au quotidien, à nous les Européens, chacune d'entre vous qui écoutez ce podcast, eh ben c'est déjà 60% de ce qu'on a le droit d'avoir comme impact quoi quelque part pendant une année. Et donc évidemment on comprend que c'est 10 fois trop. Effectivement, c'est démesuré. Boris, je crois que ça fait longtemps que tu as connaissance et que vous avez connaissance chez Infomaniac qu'il y a vraiment des choses à faire et à surveiller au niveau de la planète. Est-ce que ça remonte dès les débuts d'Infomaniac, cette prise de conscience? Oui, ça remonte dès le début, mais on l'a officialisé en 2007 parce qu'en fait, on me disait: «Mais il faut que tu le mettes en avant». En fait, pour moi, c'était tellement normal, en fait, de faire le maximum pour diminuer notre impact, en sachant qu'on avait déjà une activité, qui était, voilà, dans un domaine qui pollue et c'est en 2007, en fait, qu'on a officialisé, en fait, ce qu'on faisait de bien. Et qu'on a mis, en place une charte, un engagement et pourquoi on le fait depuis longtemps, c'est que j'ai des parents qui étaient qui étaient les premiers enfin les premiers dans les premiers en fait, dans les années 70 où il y a le Club d'Europe qui a fait un rapport sur, ben, l'impact que va avoir dans le futur, cette surpopulation, cette surconsommation qui voilà, où ça allait finir tôt ou tard, mal. Après l'idée c'est que enfin mal ou l'idée c'est d'anticiper tout ça pour que ça puisse finir bien, voilà et ça enfin c'est je reste un éternel optimiste, mais voilà donc c'est-à-dire que c'est grâce ou à cause de mes parents qui ont plutôt une approche, scientifique, hein. Mes 2 parents sont universitaires et donc voilà, on va dire que c'était plutôt enfin, ils sont plutôt, du type, Jean Covici comme écolo. Ils sont pas antinucléaires, mais très fortement engagés et du coup, voilà, du coup, je suis né, en fait, avec ce ADN. Avec plutôt une forme de pragmatisme, du coup, j'ai l'impression. C'est vrai que tu le dis assez régulièrement, vous le dites chez Infomaniac, vous savez que ce que vous faites, ça a des impacts. Vous essayez juste de faire en sorte que, enfin, juste, vous essayez surtout de faire en sorte que ça en ait le moins possible. Frédéric, j'ai l'impression que c'est un petit peu le discours de toutes les boîtes tech, en fait. Moi, je les suis, les boîtes tech, semaine après semaine. On parle évidemment des GAFAM, on parle de tous les acteurs du numérique. On a des nouveaux qui arrivent avec l'IA. Que dire au sujet de boîtes comme OpenAI par exemple et de tout ce qui tourne autour de l'IA comme je le disais en intro. Est-ce que tu as quand même le sentiment que ces boîtes-là, elles font des choses et on s'en rend pas toujours compte? Est-ce qu'il y a complètement à lâcher prise? C'est quoi la tendance de ces derniers temps concernant les boîtes tech? Ouais, je dirais que la tech est schizophrénique. C'est-à-dire que toutes les boîtes tech, effectivement, nécessairement leurs impacts environnementaux directs sont forcément négatifs et elles ont tout un discours souvent assez élaboré hein, sur le fait qu'elle contribue à sauver la planète, etc. Honnêtement, il y a 80% de bullshit et de greenwashing, hein, faut le dire comme c'est. Hein. Quand on vend du temps de cerveau utile, qu'on a un GAFAM, qu'on vend du temps de cerveau, du temps de cerveau, et que d'un côté on dit que on contribue à réduire les impacts, mais que de l'autre on fait en sorte que vous passiez le plus de temps possible devant un écran, pas forcément pour des activités très utiles d'ailleurs. Bon, il y a une ambiguïté quand même hein, dans le discours. Alors heureusement, il y a des acteurs quand même qui sont engagés. Infomaniac est reconnu hein, parmi ces acteurs engagés, même si on sera peut-être pas toujours d'accord là dans la discussion avec Boris. Mais voilà, heureusement, il y a des acteurs qui vont quand même plus loin que ces discours de façade. Voilà, mais globalement, le marché de la tech est très schizophrénique et il y a quand même beaucoup de greenwashing. Hein. Alors,
Boris, comment est-ce qu'on vérifie que t'es pas schizophrène du coup et que tu nous fais pas 80% de bullshit parce que voilà, peut-être que tu vas nous affirmer des trucs là et puis on va pas trop savoir, on va pas pouvoir challenger ce que tu nous dis et peut-être qu'on va en tirer les mêmes conclusions, mais peut-être que tu vas pouvoir convaincre ou abonder dans le sens de Frédéric. En tout cas, j'abonde dans ton sens, sur le fait qu'il y a énormément de greenwashing et que, même, en fait, il y a quelques années, en fait, j'ai changé la page où on mettait notre charte environnementale. En fait, j'en avais marre que les clients qui disent: «Mais c'est génial, vous êtes écolo» et du coup, j'ai changé la page, si vous tapez la page écologie Infoniac, c'est «Nous polluons» en énorme. Parce que je disais: «Mais non, on est juste des bons élèves, mais on est dans une activité, dans un secteur, qui pollue et on nous, ce qu'on veut, c'est être les meilleurs élèves et on veut être challengés et qu'il y ait une course, vers l'avant sur l'amélioration et la diminution de notre impact sur le CO2». Parce que comme dit, Frédéric, dire le meilleur, comment dire? Si on était déjà écolo, infomaniac, on serait dans la permaculture et pas dans l'informatique. C'est vrai. Et quoi? Et c'est vrai que, le meilleur, CO2 qu'on peut, enfin, comment dire? Le meilleur, enfin, pour diminuer notre impact, il faudrait ne pas émettre de CO2 et aujourd'hui, ce que fait Infomaniac, c'est de diminuer. On est encore très loin d'être, comment dire? De compenser du CO2 dans notre, business model. J'espère qu'un jour, de mon vivant, on aura une industrie qui sera complètement reconvertie et qu'on arrivera à capturer du CO2, en tourner des processeurs et qu'il y aura, voilà, si on peut rêver un petit peu, bah, ça nous fait Miracle. on est dans une période de plus en plus anxiogène. Donc voilà, il faut, donc nous, ce qu'on veut, c'est en tout cas être dans les meilleurs élèves, mais n'oublions pas qu'on est, on est dans un secteur, qui est plutôt énormément consommateur d'énergie, mais aussi de ressources, de matières premières, comme précisait Frédéric, ouais. À ce sujet, on a sorti récemment là un rapport qui s'appelle l'état des réserves rentables de métaux dans le monde. Et on a été assez surpris. En fait, on a refait des calculs parce que tout le monde s'appuyait sur une vieille étude très très mal sourcée. Nous, on voulait avoir une étude sérieuse. On a refait l'étude et on se rend compte que l'industrie du numérique est l'un des principaux contributeurs, hein, un des principaux consommateurs d'un certain nombre de ressources, hein, de type métaux, et que sur certains d'entre eux, on a 5 ans d'années de consommation usuelle devant nous en stock. Et donc en fait, c'est très peu et ça veut dire que, on est très fragile. Le numérique, ça rend fragile en fait un petit peu notre société humaine. À la fois, ça apporte des services inestimables, hein, quand on va calculer l'état du climat, qu'on va passer un IRM et cetera. Donc c'est une formidable ressource, le numérique. Mais en même temps, c'est aussi un petit peu une forme de danger en fait pour la résilience ou la robustesse de l'humanité. Et nous, on a l'habitude de regarder un petit peu le sujet comme ça en se disant: «Mais comment on chérit quelque part les dernières réserves de ressources ou de numérique disponibles?» Et on se dit: «Mais comment faire pour, en tirer le meilleur parti et être le plus raisonnable possible?» C'est ça la sobriété numérique en fait, hein, pour ne pas gâcher, ce qui nous reste de numérique, dans nos usages. Parce qu'il y a l'idée de réduire les impacts du numérique heu, en soi. Et puis après, il y a l'idée de l'utilité de nos usages numériques, compte tenu du fait qu'on n'a plus assez de ressources pour les générations futures, quoi, concrètement. Et Qu'est-ce donc, que tu pourrais nous évoquer, Frédéric, avec les différentes observations que vous faites pour toutes les boîtes tech au sens large les boîtes, mais en particulier les entreprises technologiques, concernant les leviers qu'ils ont à leur disposition? On parle souvent, par exemple, voilà, de compensation carbone. oula, C'est quelque chose qui fait souvent, comme tu viens de le faire, réagir parce que beaucoup disent non mais ça c'est vraiment c'est inutile, voilà, on achète c'est ça dangereux, vraiment, c'est ça, c'est voilà. dangereux même. Est-ce que tu peux nous parler un peu des leviers et peut-être en particulier de la compensation CO2? Ouais. Alors les principaux leviers quand on est un acteur, quand on fait du numérique, qu'on soit infomaniac ou qu'on soit une entreprise qui a son propre système d'information, hein, vraiment quand on fait du numérique au sens large, les principaux leviers, c'est moins d'équipements qui durent plus longtemps parce que à peu près, si on regarde à l'échelle mondiale, hein, 80%, disons les trois quarts des impacts du numérique, c'est la fabrication des terminaux des utilisateurs, les écrans, les ordinateurs, les smartphones, etc. Donc c'est simple, hein, le numérique responsable ou la sobriété numérique ou le Green IT, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est simple, c'est moins d'équipements qui durent plus longtemps. Donc ça, c'est les clés fondamentales. Moins Je voudrais m'attarder là-dessus juste 30 secondes, Frédéric. Est-ce que ça veut dire que quoi qu'on fasse,
On en revient toujours à l'essentiel du problème, c'est la consommation de la masse des utilisateurs avec leurs appareils sur le plan matériel? C'est ça? Enfin, ou je Oui, comprends c'est peut-être ça en pas bien. fait, Si, c'est c'est ça? ça. Mais alors malheureusement, on a tendance un peu à pointer du doigt les consommateurs. Mais alors typiquement, et après on reviendra sur la compensation carbone. Mais pour finir sur ce point, on pointe un peu du doigt les utilisateurs. On dit toi, pauvre pêcheur, tu as pas effacé tes mails ou tu n'utilises pas un moteur de recherche écolo, etc. On culpabilise les utilisateurs, alors qu'en fait, typiquement sur l'IA, c'est l'offre aujourd'hui qui crée les impacts. L'IA, personne ne l'attendait chez les utilisateurs, tout le monde a commencé à l'utiliser et on se rend compte que finalement, il n'y avait pas de demande et donc l'offre crée la demande qui crée les impacts, hein, concrètement. C'est vrai. Donc, et puis les utilisateurs sont tous les premiers prêts à conserver plus longtemps un équipement, mais encore faut-il qu'ils puissent le faire. Et Bien pour sûr. ça, ben, il faut que les durées de mise à jour soient suffisantes, qu'il y ait des durées longues de mise à jour de support technique, que leur appareil soit réparable, etc. Donc en fait, les consommateurs sont dans la majorité, pour la majorité d'entre eux, parce qu'il y a un intérêt économique, hein, pour commencer, prêts à le faire, mais on leur donne pas tous les leviers, bien qu'on progresse quand même, hein, depuis un certain nombre d'années. Pour revenir à la compensation carbone, c'est vraiment un mécanisme très dangereux, presque délétère. Pourquoi? Parce qu'en fait, le GIEC nous dit l'humanité devrait avoir atteint la symptote de ses émissions de gaz à effet de serre pour ne prendre que cette aujourd'hui, en 2025, on devrait avoir atteint le max de nos émissions. Et en 2030, dans 5 ans, on devrait les avoir divisées par 2. On comprend bien que la compensation carbone, si toutefois le mécanisme fonctionnait, ne répond pas aux enjeux climatiques, puisqu'on doit réduire le plus vite possible nos émissions. Or, la compensation carbone, elle consiste à dire, d'une certaine façon, c'est pas grave si j'émets des émissions des gaz à effet de serre, notamment du CO2, parce que je vais le recapturer en plantant des arbres, pour le dire de façon Oui. Mmh. caricaturale, hein, Mmh. et réexpliquer ce mécanisme. Or, les arbres, bah, il faut 30 ans, hein, pour qu'ils repuisent tout ce qu'on a émis. On n'a pas 30 ans devant nous au niveau du climat. Et par Et ailleurs, ça est-ce que passe l'arbre même sera à toujours là 40 dans ans 30 avec le ans? réchauffement climatique, les arbres, le stress hydrique, ils se rendent compte au Canada que la forêt pousse, avec le gigafeu, qu'on est plutôt passé de 40-50 ans, enfin enfin bref. Ouais, et effectivement ce que tu dis, Boris, c'est très intéressant. Effectivement, il y a des études récentes qui disent que même les forêts maintenant ne captent plus, ce ne sont plus des puits de carbone à certains endroits dans le monde, du fait effectivement de la modification de ces écosystèmes. Donc le mécanisme de compensation, il est franchement dangereux et c'est un mécanisme de tout dernier recours quand on n'a pas pu éviter. Et évidemment, il faut éviter de générer des impacts et faire tout ce qu'on peut pour les réduire. Et ensuite, bah, il y a ces mécanismes de dernier recours, mais il faut surtout pas se cacher derrière ce mécanisme qui est quand même peu efficace et pas satisfaisant, hein. OK, on J'aimerais plante. bien ajouter une précision sur parce en fait, Infomaniac, on compense, nos émissions de CO2 depuis 2007, où on a eu la chance en Suisse d'avoir, un organisme qui s'appelle MyClimate, qui est quelque chose qui a été, créé, par l'EPFZ, à Zurich et voilà, qui était quelque chose de très sérieux où on a commencé à compenser à 100. On est passé il y a quoi? Il y a peut-être une dizaine d'années à 200 de compensation de nos émissions de CO2 et en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est qu'on compense pas. C'est-à-dire que quand on va compenser à 200 nos émissions de CO2 de 2024, bah, en fait, il va falloir on va pro déjà, on peut choisir des projets, donc ça peut être des projets qui vont dire: «Bon, on va équiper, ça va permettre de financer des bus, diesel, dans tel canton pour mettre des bus, électriques». Alors ils vont, mesurer, combien de CO2 il faudra en moins pour comme carburant, mais après il y a pas forcément, d'inclure en fait, à générer de CO2 pour le nouveau bus électrique et puis, par exemple, nous on va exprès choisir des projets qui sont, par exemple, des tourbières dans le Jura. Les tourbières dans le Jura, on a appris il y a pas longtemps et on a demandé cette info. Ils ont mis, on va dire 1 an et demi pour nous renvoyer, l'info. C'est-à-dire, mais en combien de temps? C'est-à-dire que quand on compense à cette tourbière, est-ce que c'est compensé à l'année? Est-ce que c'est compensé immédiatement? Et ces infos étaient pas indiquées dans leur projet. On a su donc, que c'était 14 ans en fait pour compenser nos émissions de CO2.
on va créer un nouvel indicateur chez nous pour dire on doit avoir comme objectif de réussir à compenser l'année, de se donner 12 mois pour compenser l'année précédente. Alors c'est possible qu'on y arrive, on va dire que dans 10 ans, hein, on va être long aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on devrait compenser, on va dire 14 fois nos émissions de CO2 les années précédentes pour être neutre. Et comme, voilà, comme explique Frédéric, c'est vrai qu'il y a beaucoup de c'est-à-dire que nous, c'est compliqué de trouver des projets de compensation CO2 parce qu'il y a beaucoup, en fait, de bullshit et même, par exemple, là, on est audité par une boîte en intermédiaire qui va, on va dire, prendre une commission qu'on a appris, en fait, que sur déjà ce qu'on payait sur, notre compensation, il y avait 25 qui étaient prélevés par l'intermédiaire qui, s'occupait de donc en fait, on nourrit tout un écosystème d'organismes qui sont là pour veiller, surveiller que le CO2 est bien compensé. Puis ces sociétés vont, bah, ça crée de l'emploi, hein, c'est super. Mais au final, il y a aujourd'hui beaucoup d'énergie qui est utilisée. L'Europe se désindustrialise pour ses émissions de CO2, on va dire directes. Par contre, il y a de plus en plus de monde, dont à Fauxbagnac, hein, des collaborateurs qui sont dédiés à faire en sorte qu'on émet moins de CO2 et chacune de ces personnes vont, peut-être prendre, grâce à ce pouvoir d'achat supplémentaire sur l'écologie, vont prendre l'avion le week-end pour aller, faire des petites vacances à Barcelone. Enfin, je dis ça parce que de plus en plus à Foragnac, on mesure nos émissions de CO2, sur la boîte. On se rend compte que l'impact, qu'il y a rien que pour donc on tient compte en fait des allers-retours que font les employés pour les collaborateurs pour venir au travail, hein. Il y a tout un inventaire qui est fait chaque année pour, mesurer ça et de compenser aussi. Mais, quand je vois justement, bah, déjà, ce nombre d'émissions et dire, bah, en plus, il y a tout ce pouvoir d'achat qu'Infomaniac génère et que ces familles qu'on fait vivre, vont, émettre des émissions de CO2, c'est vrai que c'est vertigineux. C'est vertigineux, effectivement. Le problème en plus, et on va pas faire évidemment tout l'épisode sur les compensations, on a d'autres sujets à aborder, mais je me dis aussi que pour une entreprise, c'est quelque part extrêmement tangible au premier abord, avec toutes les réserves que tu as évoquées, Frédéric, d'aborder les compensations. Parce qu'on est sur des projets, on est sur des montants, on est sur des valeurs qui compensent quelque chose qu'on émet d'un autre côté, donc ça rend les choses très tangibles. Mais en fait, j'ai l'impression que de ce que tu expliques, la vraie bonne stratégie prioritaire à avoir, c'est un truc hyper trivial, mais c'est de réduire ses émissions. Comment c'est possible en fait? Parce que une entreprise, elle émet pas par plaisir, elle émet parce que c'est inhérent à son activité. Comme nous, en tant qu'individu, on émet du CO2 parce que c'est lié à notre activité, au fait qu'on vive aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Encore une fois, j'aimerais bien essayer d'identifier quel grand levier peut avoir une entreprise pour essayer de s'en tirer dans ce monde-là. Ah bah, c'est la sobriété et ce qu'on appelle nous la slow tech. Il y a pas de mystère, on vit dans un monde, fini au sens où il a des limites, physiques, aujourd'hui notre mode de vie n'est plus compatible, en tout cas dans les pays occidentaux, n'est plus compatible avec ces limites, hein, les 9 limites planétaires. Je rappelle qu'en 15 ans, on est passé de 3 limites planétaires à 7 dépassées quand même, hein, en 15 ans. Donc c'est quand même, voilà. Et donc, pour moi, les principaux leviers, ils sont déjà, il faut avoir une pensée systémique, holistique. Il faut pas regarder que le climat ou que les émissions de CO2, parce qu'en fait, on est face à 9 limites planétaires qu'on doit respecter, et le fait qu'on en ait enfoncé 7, ça génère 16 crises environnementales et sanitaires majeures. Donc, si on n'a pas une pensée systémique et globale, on trouve pas des leviers globaux qui vont nous permettre globalement d'adresser l'ensemble des problématiques qu'on souhaite adresser. Et ça, c'est vraiment, pense, un point essentiel. Et dès lors qu'on pense comme ça, bah, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir créer un monde tous ensemble, hein, les citoyens, les entreprises, les politiques, créer un monde plus sobre. On n'a pas le choix. De toute façon, le monde de demain sera inéluctablement plus low-tech qu'aujourd'hui, puisqu'on est en train d'épuiser les dernières réserves rentables de métaux, par exemple. Et donc, il faut se préparer, il faut se donner le temps de glisser le plus confortablement possible, on va dire, vers un monde de demain qui sera moins high-tech qu'aujourd'hui. Et pour ça, eh ben, il faut se mettre dans une posture de sobriété. Et nous, on accompagne, par exemple, des entreprises. J'ai un exemple très concret où on les aide à enlever du numérique, mais pas tout le numérique. C'est-à-dire que, par exemple, sur une entreprise qui calcule des prévisions pluviométriques pour des agriculteurs, et grâce à ces prévisions pluviométriques, les agriculteurs vont utiliser moins de produits chimiques, vont avoir de meilleures récoltes en dépensant moins de carburant. Donc globalement, c'est bénéfique. En fait, il y a un apport, hein, pour l'environnement.
Et donc en ayant une démarche d'éco-conception un peu radicale de ce qu'ils font, de leurs services numériques, en enlevant tout le numérique possible, eh ben on arrive à la fois à conserver les bénéfices de leurs services et à réduire des impacts environnementaux. Et typiquement dans ce cas-là, on a gardé un supercalculateur blindé d'IA qui calcule avec des modèles hyper complexes des prévisions pluviométriques, mais pour les transmettre, on les envoie par SMS plutôt qu'une appli G ou à l'époque c'était la 4G, dernière génération, qui nécessite de câbler le monde entier avec des antennes 4G, que tout le monde ait un smartphone 4G, avec les durées de vie qu'on connaît, etc. Donc nous, on pense que la slow tech, qui est l'idée de dire on va prendre le numérique utile et on va garder que cette part-là, et associé à de la high-tech, donc ce numérique utile, associé des solutions les plus low-tech possibles, c'est vraiment la voie du milieu, la plus intéressante, et en plus, c'est bankable, c'est-à-dire que ça permet de différencier son offre, d'attaquer des marchés, par exemple, dans le cadre concret que j'explique de cette entreprise, d'attaquer les pays émergents qui n'étaient pas suffisamment bien équipés en smartphone et en réseau 4G. Donc ça permet aussi de faire du business. Donc et quelque part d'essayer de découpler l'équation de Kaya quelque part, hein. Vous savez la fameuse équation de Kaya où on a d'un côté la croissance économique et puis de l'autre les impacts environnementaux qui sont liés. Nous, on trouve avec cette forme d'éco-conception radicale qu'on appelle la slow tech, on trouve le moyen d'essayer de découpler cette équation et de créer de la valeur économique avec en réduisant même des impacts environnementaux. Quand on est un hébergeur comme Infomaniac, un acteur cloud, un acteur du numérique, qu'on a des concurrents, voilà, je vous apprends rien, et qu'évidemment on émerge face à ces concurrents en innovant, en apportant des choses qui offrent un effet waouh, qui offrent un effet plus rapide, plus puissant. Est-ce que c'est compatible dans votre vision des choses chez Infomaniac avec cet aspect low-tech? Est-ce qu'il y a pour partie des exemples de ce que vous faites qui rebondiraient qui rebondiraient aux préconisations et à la vision de Frédéric, Boris? Ben, typiquement, j'ai envie de dire, moi, quand je vois le dernier robot domestique, qui sort et dire mais moi, dans ma tête, je me dis: «Mais j'espère qu'un jour, on va pas Infomaniac va pas sera pas obligé de, dans 15 ans, de faire son robot, low-tech pour dire» mais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on suit le GAFAM qui, innove et qui a une machine de guerre à développer et avec son monopole et quand je vois des nouveautés et ben, ça me fatigue parce que je me dis: «On va être obligé de suivre, on va être obligé de le faire pour que en même temps, on garde nos clients et qu'on soit pas complètement obsolète». Par contre, c'est sûr on n'a pas une, comment dire? On n'a pas une dynamique de justement faire sortir la dernière nouveauté qui va nous bouffer, enfin faire en sorte qu'on va devoir doubler la puissance électrique de nos data centers. Au contraire, on essaye de y aller en fait avec, alors pas avec les 2 pieds contre le mur, mais de dire: «On doit réussir à faire quelque chose d'alternatif qui soit raisonnable». Mais, c'est vrai que ça m'énerve en fait d'un côté le greenwashing qu'ils peuvent faire en mettant en avant, qu'ils sont neutres, climatiquement, sur des trucs qui dit: «Mais même nous on n'y arrive pas et on s'y prend, comment dire? Beaucoup mieux que vous et vraiment, sans bullshit» et de l'autre, qu'ils innovent comme des fous et que là, qu'ils sont en train de construire des giga data centers partout, de dire mais enfin moi ça nous déprime, et en même temps, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on va, enfin on a notre IA, on utilise des IA aussi évidemment, mais c'est vrai qu'on n'a pas envie d'être, en tout cas les leaders pour sortir des nouveaux trucs qui ont les dernières techno. Typiquement on est hébergeur, mais par exemple le minage pour les bonnets, la crypto et ben, on n'en veut pas, on l'interdit à Infomaniac parce que c'est beaucoup trop énergivore, même si l'algo est joli, même si, de ce côté-là, c'est indéniable, mais c'est pas raisonnable et on trouve ça fou. Donc il y a des choses qu'on s'interdit carrément et d'autres, on va suivre, en étant le plus, comment dire? Le plus, raisonnable possible, sans que les clients soient aussi de concurrencés et que ça fasse un modèle économique qui fasse faillite. Donc on essaye voilà, on est vraiment tiraillés entre les des 2 côtés, quoi. Mais pour rebondir juste en quelques secondes, hein, moi je sais que pour accompagner des grandes entreprises de taille mondiale, hein,
Je sais qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises, elles regardent en fait la performance environnementale d'un hébergeur et dès lors qu'on déploie des outils qui tendent vers la slow tech, hein, ou vers la sobriété, faire du free cooling par exemple, c'est-à-dire exploiter le froid naturellement disponible à l'extérieur pour le dire de façon simple, hein, sans entrer dans les détails, plutôt que d'avoir des groupes froids, qu'on alimente avec de l'électricité, qui ont des gaz, extrêmement délétères, pour le climat et cetera. Ça fait partie de la démarche quelque part. Peindre le toit d'un data center en blanc, pour avoir 20 d'effet d'albédo, ça fait partie, de cette démarche que j'expliquais, concrètement. Et aujourd'hui, quand on accumule, tout ce bon sens, parce qu'au final c'est quand même du bon sens, et qu'on le met en œuvre, ben moi je vois plein de boîtes, hein, qui me parlent, et je suis pas payé pour, hein, je fais pas de la pub pour Infomaniac, mais encore hier je discutais avec une boîte qui me disait, nous on est intéressé par cette performance environnementale. Et pour nous, ça devient un critère important parce qu'avec la CSRD, hein, la Corporate Sustainability Reporting Directive qui arrive en Europe, bah, les boîtes, elles vont devoir et toutes les DSI, elles vont devoir, montrer qu'elles ont des actions et les quantifier et montrer et donc il y a un moment là, elles vont vraiment se tourner vers chaque fournisseur, que ça soit un hébergeur ou quel que soit le fournisseur IT, hein, pour aller chercher de la perf environnementale parce qu'elles vont devoir contribuer à la perf de l'entreprise et qui va être exprimée formellement dans les rapports de CSRD concrètement. Donc du coup, ça devient quand même le fait d'être dans cette logique de réduction des impacts environnementaux de façon un peu agressive, hein, c'est ce qu'on appelle nous la slow tech, ça devient quand même un vrai différenciateur hein, sur le marché. Très comment dire? On est très innovant par rapport aux GAFAM sur, des choses qui se voient pas du tout et qui vont pas du tout dans leur sens. C'est par exemple, donc, dernier data center qu'on a inauguré, en janvier de cette année. Arrive à récupérer 90. Donc, il faut comprendre, un data center, c'est des watts électriques qui sont convertis en chaleur et on récupère 90 de cette chaleur pour chauffer 6 000 logements. C'est un data center de 1,25 mégawatts et qui produit 1,7 mégawatts. Il produit plus parce que l'énergie des pompes à chaleur est aussi, comment dire? Les moteurs des compresseurs chauffent, de ces pompes à chaleur et ces kilowatts des pompes à chaleur électriques sont aussi transformés en chaleur. Donc c'est un data center qui produit plus de chaleur que toute l'IT parce que les pompes à chaleur, elles consomment aussi de l'énergie et ça part aussi dans le réseau de chauffage à distance. Donc ça, c'est un data center qui a coûté 2 fois plus cher que si on n'aurait pas récupéré la chaleur. Et c'est un data center qui a pris presque, en tout cas 2 ans et demi, presque 3 ans à concevoir qu'un data center classique. Et ça, c'est sûr que le GAFAM va pas s'emmerder à perdre 3 ans sur la conception d'un data center. Et là, c'est sûr qu'on peut mettre en avant, par exemple, là, sur ce data center, c'est notre premier qui valorise, alors sur le papier 100. Aujourd'hui, on est à 90. Plus on va monter en charge et qu'on arrivera en fait à la montée en charge maximum, on verra. Bon, j'espère qu'on approchera des 95, hein. C'est-à-dire que les 5 de perte, c'est la chaleur qui est perdue dans les murs. Pourtant, on n'a pas isolé le sol parce que c'était un isolant qui était trop lourd, trop cher. Ça rendait trop complexe le projet. Mais la coque du data center est isolée pour vraiment toutes les calories partent uniquement dans la pompe à chaleur. Et ça, c'est des solutions de dire, mais si, enfin, nous, on veut que les data centers de plus d'1 mégawatt aient l'obligation de se mettre dans des endroits où il y a des réseaux de chaleur à distance, parce que ça veut dire que nous, on évite concrètement les services industriels qui sont connectés sur le câble où on est connecté, ben, ils éteignent des centrales à pellet parce qu'on chauffe et on chauffe vraiment. Ils voient que ça marche même beaucoup plus que à quoi ils s'attendaient, hein. D'abord, c'était drôle. Ils nous faisaient pas confiance. On était un peu le complément de leur chauffage appelé une centrale à gaz. Et ils ont dû comprendre de dire non, nous, on est votre chaufferie principale et maintenant vos centrales que vous avez exploitées deviennent le complément en hiver quand la chaleur d'Infomaniac ne suffit pas. Mais ça a été aussi compliqué avec eux de dire mais non, non, on est venu parce que c'est un ruban. Un data center, c'est quelque chose qui chauffe 24 heures sur 24, été comme hiver. Je précise pour ceux qui se posent la question en été, on fait de l'eau chaude sanitaire, c'est-à-dire que ces réseaux de chauffage, on va chauffer beaucoup plus de monde que les 6 000 logements parce que ça sert que pour ceux qui se prennent des douches et voilà l'eau que vous utilisez pour le CVC. Et
Et ça, alors ça, c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait une deadline et il faut aussi que, bah, des pays comme la France qui sont en retard sur les réseaux, structurés de chaleur pour dire c'est des gros travaux, hein, c'est, le plan Marshall de la chaleur, mais ça évite de brûler du gaz, ça évite de brûler du diesel, du fuel pour se chauffer et ça a un impact direct pour dire et les data centers seront, pas vus de la même manière. Pas mettre parce qu'on met en fait tous nos GPU sont dans ce data center. On est en train de construire un data center, enfin, on est au stade où on va déposer le permis de construire à Bulle, un deuxième data center beaucoup enfin 2 fois plus puissant et pour dire, bon, on veut en fait nous fermer nos data centers traditionnels qui ont pas de clim, hein, on est déjà, on va dire, voilà, on a plus de groupe de froid, on est, avec de l'adiabatique et du free cooling, à 100 et on veut les fermer parce qu'on dit: «Mais cette chaleur, elle est là, on l'offre, hein. C'est-à-dire que maintenant le deal qu'on fait avec Green Energy, c'est de dire, bah, le surcoût, vous payez la pompe à chaleur, nous on paye notre data center et on vous offre la chaleur. C'est le deal avec un petit loyer. C'est-à-dire qu'on se met dans des endroits, qui appartiennent à là, dans ce cas, c'est à Gruyère Énergie et Gruyère Énergie nous offre l'endroit où parce que eux, ils stockent, ils brûlent du bois, ils brûlent du pellin. C'est un très gros chauffage à distance à Gruyère et dire, bah, toute cette surface, ils ont un tractopelle pour bouger ce pellet, pour l'envoyer dans leur chaudière et dire, bah, nous, voilà, nous, on a une surface qui sera même plus petite que ce qu'ils ont pour, stocker tout ce pellet pour, bah, chauffer le bulle. Alors, c'est intéressant qu'on aborde en tout cas les pistes de solutions concrètes. Tu as abordé, Frédéric, les slow tech. Bon, on parle là de projets très concrets en termes d'innovation qui coûtent, hein, en termes d'investissement pour une entreprise comme Infomaniac, mais qui apportent vraiment des solutions très très concrètes à l'échelle de l'environnement. En tout cas, c'est très mesurable, c'est très concret. Est-ce qu'on pourrait envisager d'autres solutions? Est-ce qu'il y a des impacts, par exemple, Frédéric, sur le fonctionnement des entreprises? Je réfléchis par exemple à la souveraineté des hébergeurs, au-delà de l'aspect, hein, vie privée, des aspects purement au sens premier du terme de la souveraineté. Est-ce qu'il y aurait des enjeux à travailler avec des entreprises plus proches de chez soi? Il y a aussi d'autres personnes, d'autres voix qui vont s'élever en disant non mais attends, moi je préfère travailler avec des géants parce que de toute façon tout ça est extrêmement absorbé dans leur fonctionnement actuel. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions comme ça dans les fonctionnements entre les entreprises et entre les sociétés qu'on pourrait envisager ou est-ce que c'est complètement fantasque? Je maîtrise pas bien ce sujet de la souveraineté, au-delà des aspects, hein, que tu as évoqués, voilà, il y a plein d'intérêts à la souveraineté, hein, clairement, mais ces bénéfices environnementaux, je les maîtrise pas bien. Le seul point, moi, que je connais, c'est celui, des métaux et je pense qu'aujourd'hui, la notion de souveraineté, elle est relative. C'est-à-dire que, compte tenu de l'interdépendance des grandes zones géographiques dans le monde, on sera jamais souverain à 100%. Par exemple, compte tenu, des enjeux qu'on a, hein, au niveau environnementaux sur les 30 prochaines années, c'est assez illusoire d'imaginer qu'on va pouvoir réinternaliser la production de l'ensemble des équipements, des composants électroniques et de l'assemblage de ces composants électroniques en Europe pour être totalement indépendant en Europe, d'un point de vue électronique, numérique. C'est complètement illusoire, quoi, hein. Faudra un plan Marshall, mais un vrai gros plan Marshall et on a plein d'autres chats à fouetter, hein, concrètement. Hem, donc je pense que ce qui est intéressant dans la souveraineté aujourd'hui, c'est de la penser, comme, une échelle en fait de souveraineté et d'essayer d'identifier quel niveau, sur une échelle de 1 à 10, quel niveau de souveraineté on souhaite atteindre, voilà et en fonction de nos objectifs parce qu'elle sera toujours relative. Enfin, sauf à se projeter à plusieurs générations, hein, concrètement. Et là, je parle uniquement des aspects environnementaux, bien sûr, hein. Tout à fait. On va Moi, j'ai aborder. envie d'y croire, Oui, hein. C'est-à-dire Boris. qu'on est, je pense à donc on achète tout le matériel informatique qu'on achète, c'est principalement dans la fabrication du data center, on a pu tout acheter, c'est tout made in Europe, sauf le contrôle d'accès et les caméras. Dans le dernier data center, c'était encore des caméras Bosch qui étaient fabriquées au Portugal. Là, on est passé c'est le seul truc qui est, pas fait en Europe, qui est chinois, le contrôle d'accès et les caméras parce qu'il y a trop de, il y a
avancer. On a C'est besoin de pas non paradoxal. plus se mettre trop en retard pour le typiquement les caméras intègrent aussi les caméras infrarouges qui nous permet aussi de faire de la surveillance sur les températures et ce genre de choses mais sinon tout le reste, on a pu acheter européen et on a, chaque fois, je sais pas, que ça soit du groupe électrogène, de l'onduleur qui sont fabriqués en Europe, des batteries de donc là, on a pu aller très loin. Pour les serveurs, c'est pas le cas, mais on a, je tiens à dire, il y a une entreprise qui s'appelle Swissbit. L'entreprise est zurichoise, et l'usine est à Berlin et c'est pour le moment, seuls fabricants de SSD et de disques NVMe, qui soient faits. Alors, en Europe, c'est-à-dire que c'est marqué Made in Germany. Maintenant, c'est sûr que c'est TSMC qui fait les chipsets dans les composants, et que voilà, on espère qu'il y ait une usine TSMC qui arrive en Europe et de dire: «Bah, nous, on va tout faire pour», de dire: «Mais chaque fois qu'on a le choix d'acheter quelque chose qui est européen et plutôt que quelque chose qui vient, qui est fabriqué en Asie ou d'une technologie américaine, on le fait». Parce que sinon l'Europe va aussi avoir des problèmes dans le sens que si l'Europe est plus que des consommateurs et que son industrie est en Asie et que la technologie est américaine et ben, l'Europe va collapser. Donc on sera plus que des vendeurs et ça va pas tenir très longtemps. Donc c'est hyper important et nous, on y croit et et ça marche. C'est-à-dire que les clients, achètent quand même et bizarrement, au niveau des prix et ben, on n'est pas déconnant parce que le GAFAM a un tel monopole que le prix, il le calcule par rapport au pouvoir d'achat du pays. Ce qui fait qu'on sort des produits, ben, bizarrement, pour certains, on va se serrer la ceinture, on va dire, pour régater avec eux parce qu'on va dire que c'est des produits d'appel aussi de leur côté. Puis pour d'autres, alors par contre, ils se gavent littéralement et ils ont une énorme marge parce que ça devient un monopole, hein, comme, on va dire YouTube, ça devient un monopole où on peut plus que s'attendre à des prix supplémentaires et ce genre de choses parce qu'ils sont à tel, donc il faut aussi, dire il y a de l'écologie, mais il faut aussi faut pas oublier que chaque centime qui est dépensé en Europe va rayonner et va permettre de créer de l'emploi et c'est aussi de la pollution qui est pas délocalisée. C'est des normes qui sont des normes européennes et voilà, j'insiste pour dire c'est tellement important. En tout cas, nous, on y croit et même si, Frédéric est plus moins pragmatique que moi, plus en réalité, en tout cas, nous, on arrive à faire des choses, on est surpris par nous-mêmes et nos clients adhèrent et ça marche, mais ça marchera pas pour, tout et c'est sûr que mais il faut y croire et il faut garder ça en tête pour Je note au passage un petit détail, mais je trouve ça paradoxal, Boris, que quelque part le seul équipementier, la seule catégorie d'équipement, qui, ne soit pas, souveraine, ce soit celui lié à la sécurité, tu vois? Je trouve ça fou et peut-être qu'il y a un appel du pied à qui veut innover dans ce domaine-là en Europe. Il y a peut-être un marché à se trouver, pour fournir du contenu et du matériel européen et des services européens à ce sujet. Je voulais aborder indirectement et vous me voyez, je pense, venir, un sujet, qui sera peut-être assez central et qui va servir d'une forme de conclusion dans la réflexion, c'est que j'ai quand même le sentiment que ces initiatives, elles restent un petit peu sujettes au bon vouloir des entreprises, des acteurs privés, des entreprises comme Infomaniac. C'est-à-dire si on a envie d'aller investir le terrain de l'écologie, évidemment des autres sujets éthiques comme la souveraineté, mais spécifiquement de l'écologie, on peut investir, on peut travailler à ce sujet, mais j'ai quand même le sentiment que tout le monde ne joue pas avec les mêmes armes et même quelque part, pour aller un cran plus loin, tout le monde ne joue pas forcément avec les mêmes règles du jeu. Et j'ai quand même l'impression que globalement, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faudrait aller dans le même sens quand on prend conscience des enjeux du numérique et de la planète, mais il y a quand même un point qui n'avance pas, c'est une prise de conscience au niveau politique, ou en tout cas une prise de conscience au niveau politique qui se concrétise dans des actions concrètes. Frédéric, comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que, même si on est tous d'accord pour dire qu'il y a des choses à faire et on sait à peu près ce qu'il y a à faire, pourquoi il y a si peu d'avancées politiques qui se traduisent sur le plan réglementaire par des actions pour contraindre tout simplement les entreprises, les acteurs privés de manière générale à davantage de sobriété et d'efficacité dans le domaine de la consommation d'énergie? Je pense que sur le numérique et plus largement, les politiques et pas mal de décideurs économiques ont pas compris que, heu
réduire des impacts environnementaux, penser éco-concevoir des solutions, c'était aussi des critères de différenciation de son offre, de compétitivité. C'est bankable, quoi, pour utiliser un mot-clé simple. Et en fait, malheureusement, les décideurs sont peut-être un peu vieux et ont un peu peut-être un vieux logiciel dans leur tête. Ils n'ont pas compris que c'était vraiment un facteur de. Enfin, on est plus performant économiquement et notre offre est meilleure quand, on intègre, les problématiques environnementales. Et donc ils l'avaient compris. On avait quand même eu, pendant tout un temps, on avait, en Europe l'Europe était la zone géographique la plus en avance au niveau mondial, hein, pendant pas mal de temps. Et là, par contre, on observe c'est pour essayer de replacer, hein, ce sujet-là, un peu sur une temporalité. On a beaucoup progressé en Europe et là, depuis 3-4 ans, en fait, on voit une très forte régression. Et là, c'est purement politique. C'est-à-dire qu'en fonction de qui les citoyens élisent dans chaque pays européen et à la tête de la Commission européenne, c'est ce qui va faire en fait, hein, l'avancée ou le recul des contraintes réglementaires, hein, c'est clair. Et alors, il y a le développement durable aujourd'hui, nous on le mesure. Sur notre sujet, nous, de la sobriété numérique, du numérique responsable, on mesure très finement la corrélation entre les décisions politiques, les couleurs politiques en fait, hein, qui sont en place des gouvernements en Europe, et les avancées ou les reculs sur ces sujets-là. Et clairement, ces dernières années, on a beaucoup reculé, quoi. Donc, tant que les décideurs économiques et politiques n'auront pas compris que s'intéresser au climat et plus généralement à l'environnement, c'est un facteur de compétitivité et de différenciation de son offre, bah, ils seront toujours dans l'attente qu'on leur mette une pression réglementaire. Et si cette pression réglementaire n'est pas là, ils le font pas, quoi, concrètement. Vraiment, le monde enfin, les décideurs ont vraiment un train de retard, quoi, hein, sur la compréhension de ces sujets-là. Boris, 2 questions. Est-ce que déjà tu partages un petit peu ce constat, au niveau politique depuis la Suisse et puis, dans l'Europe, dans lequel on est tous, et de quoi vous auriez qu'est-ce que vous pourriez appeler de vos vœux pour arriver à faire en sorte que, les acteurs du numérique, notamment vos concurrents, en gros tout le secteur joue un peu avec les mêmes règles du jeu, pour reprendre mes mots de tout à l'heure? J'appelle le peuple français à voter pour Europe Écologie Les Verts. Moi, je suis clairement positionné, à gauche et de c'est rare, hein, j'ai plein de potes et de patrons de voilà, qui sont, patrons de boîte, de dire: «Mais moi, je suis clairement mon cœur est à gauche». Et il faut que parce que il y a des verts libéraux en Suisse, hein, c'est-à-dire que c'est des verts, mais que tout le monde devrait rouler en Tesla et dire: «Non, mais c'est pas soutenable, hein». Ou quelqu'un qui a un petit pouvoir d'achat peut pas se payer sa pompe à chaleur. En Suisse, une pompe à chaleur avec de la géothermie, c'est 80 000 francs et dire: «Mais c'est pas il faut quelque chose qui soit, l'écologie va avec, pas avec le libéralisme à la droite. Il y a donc moi, je suis pour quelque chose, je suis pour qu'un État régule, mette des règles. J'adore l'Union européenne parce que l'Union européenne fait des conneries, mais l'Union européenne impose aussi des règles, que ça soit ça peut être la protection des données, mais tout comme, l'environnement. Typiquement les voitures, la Suisse s'aligne sur les normes, Euro 6, je crois aujourd'hui ou 7 bientôt, qui fait que ces règles, en fait, et le fait que les règles du jeu soient les mêmes pour, un continent fait que c'est ça. C'est-à-dire que moi, si tous les concurrents ont les mêmes règles et tous ceux qui fabriquent des data centers sont soumis, en fait, aux mêmes règles, il y a pas de problème. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes, c'est quand il y a de la dérégulation et du libéralisme qui fait que c'est la course, pour moi, on peut vivre, en fait, sans que ça devienne, alors je suis pas non plus, comment dire? Je suis pas, d'extrême gauche dans le sens de fliquer les gens et d'être, la bonne vieille URSS du tout, hein, mais il faut croire à la démocratie. C'est important de voter, en fait, pour voilà, des partis ou des personnes qui animent ça et pas des marionnettes ou je sais pas, ou on va dire, ça devient des présentateurs. En France, en Suisse, c'est un peu différent. On a une politique qui est très on peut voter, on vote facilement, on va voter pour une cinquantaine de points par année. Après, on a un autre problème en Suisse, c'est que l'argent fait que des campagnes publicitaires, dès qu'on a des enjeux qui vont toucher, plusieurs,
des centaines de millions, ben, vous avez des lobbyistes qui vont, ou des entreprises qui vont payer, qui sont prêts à payer des dizaines de millions de pubs pour faire peur aux citoyens, pour faire en sorte qu'ils votent mal et un point de vote, c'est 1 million en Suisse. Donc vous pouvez influencer avec de l'argent pour faire en sorte que le citoyen, va pas voter dans le bon sens. Donc voilà, on a d'autres, tout ça pour dire que la Suisse est pas parfaite pour, la partie, cette partie-là et la Suisse est toujours une majorité de droite, hein. Il y a jamais eu d'alternative, de gauche, mais bon, déjà, on entend les politiciens, c'est représent comment dire? Vous avez la proportionnelle, hein, ça fait qu'on a l'extrême droite et voilà, aujourd'hui, elle doit être à 30 mais le fait qu'elle soit représentée, qu'elle soit, comment dire? Vraiment au pouvoir fait aussi que ça régule ça parce que les gens voient aussi les erreurs qu'ils font et ça fait que ça contrôle aussi ça et que ça moi j'ai peur de vos prochaines élections en France où vous avez votre futur Trump qui arrive et fait faire des conneries, enfin bref. Mais bon, ça fait qu'on sait pourquoi on se lève, le matin là tous en disant: «Mais faites en sorte qu'en tout cas ouais, il faudrait que vous ayez la proportionnelle en France». Je trouverais super. Mmh. Sans compter que les choix politiques, qui sont faits et on l'aborde très régulièrement dans Tech Café, impactent évidemment notre fonctionnement, chez nous en Europe, hein, puisqu'évidemment un gouvernement, comme celui de Trump amène à un certain nombre de décisions et d'actions dans le domaine du numérique sur lesquelles on se sent pas complètement souverain pour intervenir. Donc tout cela évidemment, systémique et à l'échelle mondiale, c'est évidemment très compliqué. C'est pas dans un épisode de podcast qu'on va faire tous les 3 qu'on va arriver à trouver les solutions. Merci infiniment, en tout cas à tous les deux. Moi, ça m'a beaucoup intéressé d'arriver à parler d'écologie avec vous dans le domaine du numérique sans bullshit. Est-ce que tu peux nous indiquer, Frédéric, où on peut te retrouver? Est-ce que éventuellement tu veux nous en dire un petit peu plus sur tes travaux et où les poditeurs et les poditrices peuvent se rendre pour en savoir un petit peu plus? Je crois que parmi les travaux qu'on fait, qui sont les plus intéressants pour le grand public en général, hein, si vous allez sur le site, greenIT.fr, vous trouverez un onglet ressources et dedans, il y a toutes les études qu'on publie et donc notamment récemment, on a publié des études sur l'état des réserves rentables de métaux, sur les impacts de l'IA. On a fait c'est une première mondiale, on a calculé les impacts de toute l'infra IA, donc tout ce qui se passe dans les data centers, hein, avec une vraie analyse du cycle de vie. C'est la seule étude qui repose sur un protocole scientifique. Voilà, donc il y a plein d'études comme ça qu'on met à disposition de la société civile pour justement que les personnes intéressées puissent progresser dans leur compréhension du sujet. Et puis sinon, il y a notre association greenIT.eco, qui est une association reconnue d'intérêt général, qui est non financée. Voilà, comme ça, on doit rien à personne, hein. Aussi, on a besoin de force vive aussi, hein. Si vous avez envie de faire avancer le sujet, c'est aussi chaque citoyen, chaque citoyenne qui fait avancer ces sujets-là. Voilà. Merci Frédéric, l'appel est lancé. Merci beaucoup évidemment Boris de nous consacrer du temps pour parler de ces sujets ô combien importants, mais qui n'ont pas toujours l'opportunité d'être traités auprès du grand public dans des épisodes dédiés. Donc là aussi, je me réjouis qu'on ait pu le faire ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur peut-être où retrouver Infomaniac si jamais tu as des présences personnelles que tu veux partager et puis surtout nous donner peut-être je sais pas, des aperçus de ce qui pourrait arriver chez Infomaniac pour les consommateurs éventuellement à l'avenir? Alors je peux vous annoncer un petit scoop, c'est que, aujourd'hui, moi, je suis le 7 employés qui sommes propriétaires d'Infomaniac et on va créer une fondation. On va mettre les 2 tiers des parts d'Infomaniac et cette fondation, en fait, aura comme seul but, de faire en sorte que l'ADN d'Infomaniac, on va mettre dans les statuts de la société. De faire en sorte en fait que, si moi, je passe sous le tram, en tant qu'actionnaire majoritaire, qu'en fait Infomaniac garde son ADN et ses valeurs. Donc, voilà dans ce que j'ai dans les tuyaux actuellement, c'est de, trouver un conseil de fondation avec des personnes hyper neutres qui sont là, qui sont vraiment, comment dire? Voilà, qui seront pas rémunérés et qui auraient comme seul rôle en fait de faire en sorte que Infomaniac et ses valeurs sur la souveraineté, l'impact sur l'environnement, le social, le local, soit continu
et avec donc des personnes qui seront juste là pour faire en sorte, en gros, de faire en sorte que ces statuts bougent pas, ou s'il faut changer les statuts, c'est pour que ça se renforce, mais ça pourra pas aller dans l'autre sens. Et en Suisse, les fondations, il y a tout un système où c'est le même l'État qui, si on change des choses dans les statuts d'une fondation, ben, c'est soumis à l'État. Et par exemple, si vous faites une fondation sur les calèches, et ben, on vous aurez, tant qu'il y a plus de calèches en Suisse, vous pouvez pas changer une ligne, de la fondation. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, en tout cas moi qui me rassure, parce que je fais beaucoup d'efforts pour faire que cette boîte soit indépendante et neutre avec des belles valeurs. Et là, je serais rassuré une fois que c'est fait. Ça me fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression aussi de comment dire? Ouais, ça me fout la trouille en disant: «Mais quelque part, je vais tenir une roue de langage d'Infomaniac et perdre mon statut, de d'actionnaire majoritaire», mais en même temps, voilà, je suis rassuré, et je suis rassuré pour les clients, et je suis très content et voilà, de faire une entreprise qui appartienne à une fondation, et donc elle sera, on va dire, voilà, encore plus neutre. Aujourd'hui, c'est moi qui fais la neutralité, comme vous avez pu voir. Je suis engagé, non, je fais pas de politique du tout, hein, mais Pas du tout. mon cœur, voilà, couleur verte. Et je trouve ça en tout cas très chouette d'avoir cette volonté de transmission d'héritage pour une entreprise. C'est effectivement pas souvent qu'on voit ça pour d'autres entreprises. J'imagine qu'on retrouvera ça dans les infos et dans les actualités sur le site d'Infomaniac, Boris. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour le temps consacré. Merci évidemment à vous qui nous avez écoutés pour cet épisode. Si jamais c'est un épisode qui vous a suggéré des questions, n'hésitez surtout pas à me les partager, et j'aurai, j'imagine, l'opportunité de les transmettre à Frédéric et à Boris, et on peut continuer la discussion en asynchrone en dehors de cet épisode de podcast. Vous pouvez aller sur techcafé.fr pour saisir éventuellement votre commentaire, mais vous savez qu'on a aussi un serveur Discord où on discute, vous discutez entre vous et avec nous, et c'est un grand plaisir de voir ces discussions continuer à s'enrichir. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous voulez que Tech Café continue, si jamais vous avez envie de me rémunérer pour mon travail à la hauteur de ce que vous pensez juste, vous pouvez aller sur patreon.com/techcafé pour envisager un financement et profiter des épisodes avec un format premium sans la pub. Merci infiniment pour votre écoute. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.